Mélodie, la radio vintage forever. Il est l'une de nos plus grandes plumes, un artisan du mot dont les strophes, vers, rimes et assonances traversent les générations. Poète des temps modernes, il est certainement l'héritier du fou chantant, Charles Trenet, qui a mis la poésie dans la rue. Ses chansons, vous les connaissez par cœur, tant elles parlent de vous et de moi. Parolier de Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Serge Reggiani, Isabelle Aubray ou encore Michel Sardou, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Claude Lemel. Bonjour Claude, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, et puis bonjour à tous les auditeurs, ça me fait plaisir d'être là. Merci d'être sur le plateau de Mélodie. Vous êtes l'auteur de centaines de tubes, mais également l'auteur d'un ouvrage, L'art d'écrire une chanson, aux éditions Erol, un ouvrage que vous avez ressorti d'ailleurs. Alors c'est une nouvelle édition. Le livre était sorti en 2008. Comme il a plutôt bien marché, l'éditeur a souhaité avoir une nouvelle édition. Donc j'ai passé le mois de juillet 2023 à étoffer ce bouquin, à l'augmenter, à écrire des choses que j'avais pu remarquer depuis que j'avais sorti la première mouture. Et donc c'est une nouvelle édition qui vient de sortir avec aussi, outre la première préface d'Alain Leprest, qui évidemment y est toujours, une nouvelle préface d'Émilie Loiseau. D'Émilie Loiseau. Oui. Voilà. Alors on va revenir sur cet ouvrage, mais j'aime bien poser comme question à nos invités, avant de commencer, votre plaisir démodé de la chanson française. Une chanson que vous adorez, mais que vous trouvez malheureusement démodée. Je trouve que la notion de mode par rapport aux chansons n'a pas grand sens. C'est sûr que si vous jouez par exemple le Misanthrope, vous pouvez très bien le jouer en costume d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais ça n'a pas le même sens. Ça prend quand même toute sa valeur lorsque c'est joué en costume de l'époque, puisque sans arrêt il y a tout de même des allusions à la cour, au roi, à la société du XVIIe siècle. Donc chaque chanson, je crois, de qualité est bien dans son époque. Si elle survit la plupart du temps, d'ailleurs, c'est grâce à la musique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que reste-t-il de nos amours, par exemple? De Charles Trenet, très belle chanson. C'est une magnifique chanson qui a eu un succès international. C'est devenu ce qu'on appelle un standard. Moi, je la trouve absolument pas démodée. Mais totalement. Ce qui se démode en général, c'est ce qui voulait être à la mode quand c'est sorti, vous voyez. Mais c'est la plus belle des réponses. Ce truc-là. Écoutez, c'est une excellente réponse. Et maintenant, on va revenir. Allez, on parle de votre ouvrage. Vous êtes l'auteur, pour le rappeler à ceux qui nous écoutent, de Salut les amoureux, de Désiré, Venise n'est pas en Italie, La fille aux yeux clairs, et j'en passe, j'en cite que quelques-unes. Est-ce une volonté, à travers ce livre, L'art d'écrire une chanson, de transmettre votre art aux jeunes générations ? Ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Si j'ai écrit ce bouquin qui m'a quand même pris beaucoup de temps, parce que c'est pas facile de compiler toutes ces remarques-là, c'est que on est tous évidemment périssables, nous sommes tous des denrées périssables, donc un jour je vais partir et je ne voudrais pas que tout ce qu'il m'a semblé avoir appris depuis que j'écris des chansons professionnellement, c'est-à-dire maintenant depuis 58 ans, je voudrais pas que tout ça meure avec moi. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit un homme qui disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Moi, je ne voulais pas que ma bibliothèque brûle. Alors j'ai voulu laisser une petite trace et il y a un certain nombre de choses que j'ai notées, que j'ai remarquées, que j'ai cru discerner, qui peuvent aider les jeunes. Alors je les ai compilées dans cet ouvrage. Et d'après ce qu'on me dit, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'en parlent et tous me disent, ça m'a été très utile. Mais c'est vrai. Alors quand on entend ça, c'est merveilleux parce qu'on se dit qu'on a servi à quelque chose, voilà. Et c'est vraiment le but maintenant de mes dernières années. Parce que je suis rentré dans ma 79e année, donc je fais du rave là. Je vis la dernière partie de mon existence. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Moi, je cherche pas du tout à me reposer. Alors ça, vraiment, c'est la barbe de se reposer. Je cherche à être utile. Voilà, je cherche à être utile. Et si on me dit que je le suis, je suis le plus heureux des hommes.
Et votre point commun avec Brassens, et puis même il y a cette expression dans le livre que vous empruntez à votre ami Jodassin, vous recherchez la bonne phrase, la bonne tournure, la bonne rime, même si vous le dites dans le livre, il ne faut pas être buté à la rime, vous la recherchez au nirvana des chansons. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que c'est ce nirvana des chansons ? Ah bah ça, c'était l'expression d'une chose, ça. C'était une vision très poétique de la chanson. Lui, il disait, alors le pensait-il vraiment, je ne sais pas, mais c'était vraiment une vision poétique. Il disait qu'il y avait un nirvana des chansons, quelque part, où toutes les chansons à venir étaient déjà écrites, dans leur forme idéale. Et que notre métier à nous, auteurs, consistait à aller chercher, donc dans ce nirvana des chansons, la chanson qu'on était en train d'écrire dans sa forme idéale. C'est pour ça qu'il nous lâchait pas, Pierre Delanoë et moi, et que tant qu'on n'avait pas trouvé la phrase qui pour lui était l'expression idéale de ce qu'on voulait raconter, eh bien il nous faisait recommencer. Mais c'est merveilleux, c'est à la fois poétique et c'est la quête finalement, comme, je sais pas, le poète qui va chercher dans son spleen l'expression la plus belle de son âme. Vous, les paroliers, vous allez chercher au nirvana des chansons la plus belle tournure, la plus belle phrase. En tout cas, celle qui convenait le mieux à Joe. Il avait une idée très précise de ce qu'il voulait dire, de ce qu'il voulait raconter, de ce qu'il pouvait dire aussi, bon, de ce qu'il était capable de dire. Et travailler avec lui était très 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 dur parce que c'était quelqu'un de très exigeant, très professionnel, mais en même temps c'est un merveilleux souvenir parce que c'était une aventure de création fantastique. Eh bien, Jodassin, pour qui vous écrivez vous avez écrit de nombreux succès avec une collaboration et une amitié débutée en juillet 66, il me semble, comme les clips à Ouais. C'est ça ? Oui, le 5 juillet 66, on s'est rencontrés au Centre américain d'étudiants et d'artistes, boulevard Raspail. Oui. Voilà, en 66. Et alors après, vous avez écrit comme l'équipe à Jojo, La Fleur aux Dents, L'été indien avec Pierre Delanoë, pour n'en citer que 3. Mais une chanson illustre à merveille la première leçon du livre, Ne rien laisser passer. Écoutez. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Mais c'est une chanson qui raconte votre vie, Claude. Enfin, en tout cas, un épisode de ma vie. Oui, ça c'est cette phrase « Salut les amoureux », je l'ai vraiment entendue. On était en train de rompre, la femme que j'aimais et moi. Et donc on se quittait bon, en bas de l'immeuble. On savait qu'on se quittait pour toujours, hein, que c'était irrémédiable, que c'était irréparable. Et donc j'embrasse la jeune femme en question. Elle allait prendre sa voiture et on savait que c'était fini. Et il y a une brave dame qui était sur le pas de la porte et qui nous regarde, qui nous fait « Salut les amoureux !» Bon, ouais. on ne pouvait pas deviner qu'on était en train de se quitter pour toujours. Évidemment, quand on sait que c'est fini avec la personne qu'on aime, ça fait mal. Hein. Bien sûr. Ça fait mal. Et alors, vous n'avez rien laissé passer. Cette chanson, Voilà. bah, c'est-à-dire que quand j'ai entendu cette musique, la phrase m'est revenue et ça a induit un petit peu tout le reste, quoi. City of New Orleans. Ouais. Ouais. Et c'était la New Orleans en anglais, oui. Et c'était la chanson préférée de Jodassin. Il paraît qu'il aimait particulièrement la chanter sur scène. Ah oui, c'était sa chanson préférée de son répertoire. Oui. Il me l'a dit souvent, ça. Oui. Et puis, mais c'est la mienne aussi. Hein. C'est votre chanson préférée ? De Joe, oui. De Joe. De Joe, oui. Et vous écrivez pourtant, alors là, page 119, le moi est haïssable. Mais dans Salut les amoureux, vous semblez finalement dépasser ce moi pour nous offrir une chanson universelle, parce que c'est la chanson de rupture parfaite, Salut les amoureux. Alors, c'est pas de moi, le moi est haïssable, c'est de Pascal. Hein. Oui. je reprends la phrase. Non, là j'essaye de réveiller un petit peu tous ceux qui
ne font que tourner autour de leur nombril. Bon, là, il se trouve que dans cette chanson, je me suis servi d'une phrase que j'avais réellement entendue. Mais dans beaucoup d'autres chansons, j'ai fait évidemment œuvre d'imagination. J'ai essayé de créer. Ouais. Je dis ça pour ceux dont l'unique but est de raconter leurs états d'âme. Bon, je pense pas que les états d'âme de Tartampion ou de Tartampionne soient suffisants pour faire toute une carrière et remplir tout un répertoire. Je pense tout de même que on peut aller puiser autre part son inspiration. Bon, c'est vrai que j'ai écrit Salut les amoureux qui raconte légèrement romancé tout de même, hein, un épisode de ma vie, mais j'ai écrit aussi beaucoup de chansons qui sont sorties uniquement de ma petite caboche et de mon imagination. Bien sûr. Heureusement. Il y a Les une chanson. Canadiens, c'est jamais arrivé, par exemple. Bon. Eh ben, vous me faites. Et bon, et je n'ai pas changé, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. L'équipage Jojo, c'était pas mon histoire à moi. Enfin bon, Barbier de Belleville, évidemment, je l'ai pas vécu. Enfin, bon, Pour Reggiani. j'ai tout de même inventé beaucoup de choses, me semble-t-il. Mais bien sûr. Pas imaginer. Mais vous me faites une transition parfaite avec une chanson, le plus gros tube de Joe Dassin. Voilà, avant 1975, ses ventes ralentissaient. Et puis, vous écrivez avec Pierre Delanoë une chanson qui relancera sa carrière. Écoutez. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Lorsque vous écrivez cette chanson avec Pierre Delanoë, il était dans une période difficile, Joe Dassin ? Non, pas tant que ça. Bon, il était en période de résiliation de son contrat. Bon, Oui. alors ça c'était important parce qu'il fallait qu'il signe dans de bonnes conditions. Mais alors il avait eu, c'est vrai, bon, un passage difficile dans sa carrière, mais ce passage était quand même derrière lui, puisque à l'automne 1974, donc avant l'été indien, 6 mois avant l'été indien, on avait écrit Si tu t'appelles Mélancolie, qui avait très très bien marché, C'est sur 13 Donc, chansons nouvelles ou costume blanc ? Ah non, c'est après. Non, 13 chansons nouvelles, 73. Ok. Si tu t'appelles Mélancolie, 74, c'est l'album où il y a ça, où il y avait des rétros, où il y a des chansons comme ça. Mais Si tu t'appelles Mélancolie, il avait très bien marché. D'accord. Très bien. Ouais. Oui. Donc c'était pas une période si difficile que ça, mais en revanche, il était en renégociation de son contrat. Alors bon, évidemment, il fallait qu'il le négocie en position de force. Bah, évidemment, moi je le savais, mais par contre, on n'intervenait pas du tout là-dedans. C'était pas 12 oignons, hein, c'était pas notre problème. À Pierre Delanoë et à moi, c'était à lui de se débrouiller. Et ça fait. Évidemment, Ouais. on l'aimait beaucoup, donc on essayait de le mettre dans la meilleure situation possible. Et ça fait un succès immédiat, l'été indien, mais il vous a, pour dire ça poliment, embêté et vous racontez les heures de labeur à écrire cette chanson. Alors non, pas tellement. Hein. Justement, celle-là, c'est une des 2 chansons où il nous a rien changé. Je crois qu'il y a Pierre Delanoë qui a raconté des choses oui. dans son bouquin La vie en chantant, mais alors il se trompe complètement. Ah, d'accord. Non, mais Pierre n'avait aucune mémoire. Donc la version qu'il donne de l'écriture de l'été indien est totalement fausse. D'accord. Non, l'été indien, alors on est parti à Deauville avec Pierre pour l'écrire. On l'a écrite dans l'après-midi. C'est venu assez facilement. Bon, j'avais eu l'idée de départ. Ensuite, lui, il a vraiment embrayé sur la partie parlée, Marie Laurencin. le premier couplet. Là, vraiment, il a écrit beaucoup de choses dans ce premier couplet. Moi, quelques-unes, comme mais c'était tout simplement l'autre où il y a un an, il y a un siècle, une éternité, c'est moi. Par contre, j'ai pris le relais pour le refrain. Tout le refrain pratiquement est de moi, sauf la dernière phrase. C'est vraiment une collaboration très étroite entre Pierre et moi.
Mais non, 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 ça n'a pas été difficile du tout. D'accord. Je suis revenu à Paris avec lui le dimanche soir. Le lundi, j'étais chez Joe pour lui montrer le texte. Il l'a adopté tout de suite. Alors ça, c'était miraculeux. Ça n'arrivait jamais que Joe prenne un texte d'emblée. Il n'a pas changé un mot. Pas changé un mot. Le seul truc, c'est que le directeur artistique Jacques Play est arrivé. Oui. C'était un fantastique directeur artistique, il était très bon. Pour une fois, il s'est trompé. C'est la seule fois de sa vie où je l'ai vu se tromper. Il nous a dit à Joe et à moi, bon, c'est formidable ce texte, il est vraiment superbe. Il y a deux choses qu'il faut changer. C'est l'été indien parce que personne ne sait ce que c'est, et la robe de Marie Laurencin parce que personne ne sait qui c'est. Et du haut de mes 29 ans et demi, j'ai eu assez d'audace, alors que je suis très timide, pour lui expliquer que non, que je croyais vraiment qu'il se trompait pour la première fois de sa vie et que c'était plutôt ça d'ailleurs qui allait faire marcher la chanson, quoi. Les deux images un peu étranges, un peu insolites, un peu inattendues, qui faisaient le sel de la chanson. Et vous avez eu raison. Je ne m'étais pas trompé, et donc Joe l'a enregistré tel quel, sans changer. Il n'y a que deux chansons où il nous a absolument rien changé à Pierre et à moi. C'est L'été indien et À toi. À toi. À toi, c'est pareil. Il n'a pas discuté du tout, du tout, du tout. Il a enregistré sans. Il est tombé sous le charme. Il a aimé, voilà, dans toutes ces phrases, quoi. Bon, il y en a une dans À toi qu'il n'aimait pas spécialement, mais je lui ai dit, écoute, non, ça passe. C'est à mes idées de baladin. Bon, ça, il n'était pas fou de cette phrase-là. Bon, enfin, c'est épisodique quand même, il a aimé tout le reste. Et en tout cas, ces chansons continuent d'être écoutées par les jeunes générations. 40 ans. D'être écoutées, d'être reprises, c'est quand même extraordinaire. Bon, ça là, vous fait quoi, Claude? 3 reprises d'À toi dans l'espace d'un an. Évidemment, M, qui en a fait de très belles reprises, Garou, et puis Anne Silla, que j'adore. Là, je viens d'entendre une reprise des Si tu n'existais pas par Zao Dagazan. Il y a des reprises tout le temps, quoi. Il y a des reprises tout le temps. C'est étonnant, c'est formidable. Évidemment, ça fait plaisir. Je vous recommande une reprise qui est moins connue. C'est une reprise d'une chanson qui s'appelle Ton côté du lit, par Anne Silla, qui est extraordinaire. Vous me coupez l'herbe sous le pied, Claude. Vous me coupez l'herbe sous le pied, on allait en parler juste après. Désolé. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc oui, la chanson Ton côté du lit, on va y revenir dans quelques instants. Avant ça, j'aimerais juste vous faire écouter. J'ai appris en écoutant une de vos interviews que c'était peut-être les paroles dont vous êtes le plus fier et qui vous font le plus souvent penser à votre ami Joe Dassin. Écoutez. Oui. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans nous. Ça va pas changer le monde. C'est des vers magnifiques, ça. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Oui, ça c'est vrai que cette phrase-là, je suis encore étonné de l'avoir trouvée. Elle est très simple, vraiment, je la trouve très jolie. Oui, je suis là. C'est très rare que je sois content de moi. C'est même rarissime. Mais là, non, je trouve que vraiment, si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait trouvé, je dirais vraiment bravo, hein. Chapeau, c'est vachement bien. Mais c'est étonnant de vous entendre dire ça sur ces deux vers, puisque ça me fait également penser à la chanson de Beko, L'absent. Quand il chante l'absent, qu'elle est lourde à porter, l'absence d'un ami. Eh bien vous, quand vous dites c'est mes vers préférés, on se dit, vous pensez à votre ami Joe Dassin et c'est touchant. Ouais, mais c'est pas pour ça, hein, parce que évidemment, je parlais de quelqu'un d'autre dans la chanson quand j'ai écrit ces vers-là, parce que la chanson on l'a écrite avec Pierre Delaunay, mais ces deux vers-là ils sont de moi. Il n'était pas là, Pierre, quand j'ai écrit ça.
mais quand même, ouais, le cercle, voilà, ce que j'aime bien, c'est le paradoxe, quoi. Ouais. Paradoxe, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça me tord le cœur, ça, vraiment. Mais c'est vraiment. une très belle phrase et en tout cas on va revenir à une chanson peu connue. Alors vous avez cité le nom et ça me fait extrêmement plaisir. À ton côté du lit. Pour parler des tubes, vous en avez écrit, on continue à les chanter, ils nous collent à l'âme. Mais il y a une chanson qui illustre un passage du livre qui est l'importance de trouver un sujet. Et du coup je vous propose d'écouter de ton côté du lit. De ces draps que je froisse au lieu de t'y trouver, où je voudrais t'étreindre au lieu de t'y rêver, de ce café médiocre auquel tu n'applaudis plus jamais quand parfois je me le réussis, de mes grains de folie qui s'égrènent en vain, de l'eau que je ne mets plus jamais dans mon vin, de toutes ces martiennes qui débarquent ici et qui osent dormir de ton côté du lit, de ton côté du lit, de ton côté du lit. Quelle chanson, Claude! Je crois que c'est ma préférée avec Mon village du bout du monde. C'est un véritable sujet inédit, ton côté du lit. C'est-à-dire que là, j'étais en pleine période d'après-rupture avec la même femme d'ailleurs que celle dont il s'agit dans Salut les amoureux. Et j'ai écrit ce texte-là dans une boîte de nuit au bar entre deux baffles qui hurlaient de la musique disco. Mais j'étais tellement concentré par mon sujet que je n'entendais même pas ces boum 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 boum. Ouais. Et j'ai écrit ça pendant la nuit, quoi. Et après, c'est un texte que je suis allé montrer à Reggiani. D'accord. Et Reggiani a pleuré quand je lui ai lu le texte. Et il m'a dit, mais je veux absolument la faire, mais je suis embêté parce que mon disque est complet, donc je te la mets de côté pour l'an prochain. Mais il a eu l'imprudence de me dire, mais si entre-temps tu trouves quelqu'un d'autre pour la chanter, je te laisse faire, ne te gêne pas. D'accord. Et puis un jour que j'étais en voiture avec Joe, ce texte est tombé de mon cahier, il l'a lu, et il m'a dit, mais je veux absolument faire cette chanson. Et je lui ai dit, écoute, je l'avais donnée à Reggiani, mais bon, il m'a dit que j'étais libre de la donner à quelqu'un d'autre. Donc, elle est à toi, bien entendu. Joe, il avait forcément la priorité. Hein. Donc, il m'a dit, je veux pas faire la musique moi-même, je me sens pas capable. On va demander à Alice, donc à Alice Donna. Ouais. Alice Donna a fait la musique, et donc Joe l'a chanté. Il y a 2 enregistrements, d'ailleurs. Il y en a en studio, il y en a en public. Alice Donna elle-même l'a reprise enregistrée. Et puis, il y a eu une reprise au Québec assez belle, d'ailleurs d'Amélie Veil. Et enfin, donc, une formidable interprétation d'Anne Silla. d'Anne Silla, que j'ai appelée dès que j'ai entendu l'interprétation. Et on se vous voyait encore à l'époque, maintenant on se tutoie, et je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, bravo, vous avez réussi à me faire pleurer avec mon propre texte. Donc, mais c'est vrai que j'ai pleuré. Cette chanson, elle résume peut-être aussi le livre, c'est-à-dire, voilà, la première chose, un sujet. Deuxièmement, ne pas chercher à faire l'auteur. Il y a plein de leçons, bien sûr, que vous pouvez retrouver dans ce livre, l'art d'écrire une chanson. Mais voilà, elle laisse rien passer. Elle parle un peu, de la rupture, de la tristesse. Laisser l'émotion passer, surtout. Ouais. Surtout, c'est l'émotion qui doit dicter les mots. C'est pas je ne sais quel jeu un peu facile, tellement facile de jouer avec les mots. Souvent les gens se gargarisent avec ça, mais c'est pas ça qui compte. Quand j'écris de ces lettres de toi que je ne relis plus, mais que je sais par cœur quand je les ai relues, il y a plein de gens à qui c'est arrivé et qui se retrouvent. Voilà, c'est de celles qui s'endorment et qui pensent déjà que je l'oublie. Ouais. De celle qui déjà est sûre que je l'oublie, et qui ose dormir de ton côté du lit. Ouais. Oui. On a tous connu ça. Donc,
quand les gens entendent ça, ben, forcément, ça a des résonances très fortes dans leur propre vie, oui, bien sûr. Bien sûr. Et pour changer un peu, pour poursuivre dans cette recherche de sujets, vous écrivez avec un immense artiste, Michel Sardou. C'est lui qui vous a enseigné l'aspect journalistique de la chanson, à la recherche des idées. Il ne me l'a pas vraiment enseigné, mais c'est une leçon que j'ai retirée de notre collaboration, oui. Il m'a jamais dit, tiens, faut faire ceci, cela. Bon, il est trop intelligent pour ça, Michel. Mais en revanche, c'est vrai que... la collaboration avec lui, la connivence avec lui m'ont amené à cette conclusion-là, oui, que c'était pas mal d'être dans la vie aussi de ce côté-là, c'est-à-dire un petit peu dans les choses qui se passaient, quoi, voilà. Et vous écrivez cette chanson, écoutez. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Une fille aux yeux clairs, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire l'amour. Si ça, c'est pas un sujet inédit dans la chanson française, c'était totalement nouveau à l'époque. Ah, complètement, mais c'est une idée de Michel, hein. Alors j'y ai adhéré tout de suite. J'avais moi-même le souvenir du jour où, ado, descendant un escalier, mon regard avait plongé dans un décolleté qui était celui de ma mère et j'avais rougi, alors jusqu'aux orteils. Et donc voilà, vous voyez, effectivement, ce jour-là, j'avais découvert que ma chère maman, c'était aussi une femme, et que c'est pour un ado, oui, c'est troublant. Mais on a écrit ça, je pense que c'est une chanson qui est assez délicate et assez jolie, qui reste d'ailleurs aujourd'hui à son répertoire. Il l'a chantée lors de sa dernière tournée. Bon, on s'est fait un petit peu fustiger par 2 ou 3 journaux, parce que bon, ça fait toujours bien de fustiger Sardou. Exactement. Je crois qu'à l'époque, il y a le Canard enchaîné qui avait écrit ce débile qui découvre que sa mère est une femme. Bon, je pense que le gars qui a écrit ce petit article, il est plus là depuis longtemps, alors que Sardou est toujours là. Donc, c'est une bonne réponse. C'est QFD. C'est une très belle chanson en tout cas, et puis vous avez écrit tant de succès, Claude. Il y a un artiste auquel je pense, et voilà, ceux qui regarderont l'émission, ils voient le livre que vous avez écrit en compagnie de Jacques Pessis, Bécaud, On revient te chercher. Gilbert Bécaud, quel artiste, un artiste tristement oublié. Tiens, regardez, je remonte encore le livre à la caméra. Comment vous expliquez que Gilbert est si injustement oublié de nos jours ? Je ne me l'explique pas. C'est vrai que il y a quelquefois une ingratitude du public, mais c'est ingratitude. Quelles en sont les raisons? Alors je ne sais pas. Il doit certainement souffrir d'une image qui est totalement fausse, parce que Bécaud était un type charmant, un type très gentil, très humain. Et alors, contrairement peut-être à ce que certaines personnes s'imaginent, il n'était pas star du tout. Vous l'écrivez, il était star. Il était flamboyant, il était extraordinaire. Bon, mais dans la vie, c'est un homme tout simple, qui aimait beaucoup la vie familiale, qui aimait beaucoup être chez lui, moi, j'ai vraiment énormément aimé cet homme-là. C'est pour ça que j'ai eu envie, avec Jacques Pessis, d'écrire ce bouquin, parce que il était temps tout de même qu'on rétablisse la vérité sur Gilbert Bécaud. Il était temps. Le vivant majuscule, c'est un livre formidable de Jacques Pessis et Claude Lemel. Lisez-le, vous redécouvrirez la vie de Gilbert Bécaud, votre ami Claude, que vous appelez encore une fois le vivant majuscule, parce que pour vous, il est encore là. C'était un vivant majuscule. Ouais. Le type, alors, il bouffait la vie à pleines dents. C'était extraordinaire. Il mordait dans la vie comme dans un fruit délicieux. C'était un bonheur de travailler avec lui et de passer une journée avec lui, parce que encore une fois, moi, quand j'allais à la ferme pour travailler avec lui, la ferme dans le Poitou, là, à côté de Saint-Pierre-de-Maillé, c'était des moments très familiaux, très agréables. Dans sa cabane. Et très simple. Il n'était pas star du tout. Oui, la cabane, c'était là où on travaillait. Hein. D'accord. Alors là, c'était autre chose. Bon, il y avait la maison elle-même, où
où la famille habitait, où on prenait le repas, où de temps en temps, bon, on regardait la télé, mais assez peu avec lui, parce que lui, ce qu'il aimait, c'était bosser. La cabane, alors elle était, bon, je dirais Cabrel au fond du jardin, et c'était l'endroit où on se retrouvait tous les deux pour travailler. Alors là, personne n'y pénétrait, hein, on n'était que tous les deux, et on travaillait, on bossait. Alors c'était un super bosseur, hein, Beko. Et il vous disait, vas-y. Ça rigolait pas avec lui. Hein. Il vous disait apparemment, vas-y Claude, crache, 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 quand il trouvait une mélodie pour trouver les mots sur sa chanson. Oui, c'est ça. C'était un peu la mouche du coche, quoi. Il était très incitatif. C'était quelqu'un qui vraiment vous aiguillonnait et avait besoin. C'était un impatient, Beko. Donc, il avait vraiment besoin qu'on lui sorte des phrases, quoi. Et Ouais. quand ça mettait du temps à sortir, il s'impatientait, quoi. Bon, il boulonnait beaucoup. Et malgré sa maladie, il continuera à chanter, à communier d'une même énergie avec son public. Ouais, jusqu'au mois de juillet, quoi. Je crois que son dernier concert, c'était en juillet, puis il nous a quittés en décembre. Voilà. Malheureusement, il a été rattrapé par les cigarettes. Et bien voilà, vous me faites encore une fois une transition pour parler d'une chanson, une que vous aimez beaucoup. Vous débutez d'ailleurs, vous le dites souvent, vos concerts, enfin quand vous prenez la guitare, c'est votre expression, avec cette chanson de Gilbert Bécaud que vous avez écrite pour lui. Pourtant, défier le temps en regardant la mort en face, puis sans un cri, payer le prix des cigarettes. Faut faire avec. Faut faire avec, magnifique chanson. Bah oui. Ouais, malheureusement, c'était un peu prémonitoire, oui. Ouais, vous lui avez écrite cette chanson, voilà, qui montre bon, c'est l'histoire d'un enfant, mais qui grandit jusqu'au bout. Il faut faire avec dans la vie, mais voilà, qui montre les faiblesses de l'alcool, de la cigarette. C'était quelque chose de commun dans le métier. Vous qui écrivez que vous n'avez pas pris de drogue, puisque pour écrire il faut être simple, travailleur. C'était quelque chose de commun, je pense à Gilbert Bécaud, à Jodassin. Alors la drogue jamais, hein, ça Bécaud, alors là il en avait une sainte horreur. Mais par contre, oui, il buvait beaucoup et il fumait beaucoup. Bon, la drogue, malheureusement, oui, a affecté un certain nombre d'artistes que j'ai fréquentés. Bon, je préfère pas trop en parler. Mais en tout cas, en ce qui concerne Gilbert, non. Alors la drogue, il l'avait vraiment, il la détestait. Mais en revanche, oui, il buvait beaucoup. Mais il tenait remarquablement l'alcool, contrairement à certains autres que je ne nommerai pas, mais qui tenaient pas très très bien. Lui, franchement, il buvait toujours beaucoup. Il prenait souvent son premier verre de vin à 11h du matin, hein. Mais je l'ai jamais vu sous. Non. Sa jamais. seule drogue, ça un sera peu son exalté, public. Un peu excité, Ouais. mais sous jamais. Non, jamais. Et jusqu'au bout, sa seule drogue, ce sera son public. Oui, enfin, comme drogue, oui. Bon, il y avait un amour très très viscéral de Gilbert pour le public, mais Son Olympia. il était quand même très famille aussi. Hein. Oui. Son autre grand amour, c'était sa famille. Oui. Ah oui, absolument. Et il sera toujours à la recherche de tubes, Gilbert Bécaud. Il vous pressera même parfois. Alors, je vais vous raconter pourquoi je vous dis ça. Je me souviens, l'année dernière, j'étais au spectacle hommage de Et maintenant, interprété par Jules Grison. Et vous nous avez raconté l'histoire... Ah oui. Ah, ça y est, ça vous revient. Il vous a raconté l'histoire... Oui, très bien, oui, absolument. Oui, c'était en septembre. C'est ça. Et vous nous avez raconté sur scène l'histoire de ces deux vers. Écoutez. Fou, le monde est fou, et Dieu s'en fout, vieillard trop sage. Vieillard trop sage, Oui. vous avez trouvé la bonne formule 20 ans après ?
C'est-à-dire que quand Gilbert l'a enregistré, j'étais pas satisfait de cette phrase. J'avais longuement cherché, je lui avais proposé beaucoup de solutions. Bon, un peu de guerre-lasse, hein, sans enthousiasme. Il avait retenu cette dernière formule, et Dieu s'en fout, vieillard trop sage. Mais moi, je restais insatisfait. Alors quand j'ai décidé de la chanter, ma foi bien modestement, parce que comme chanteur, je suis loin à la fois d'être aussi connu et aussi de valoir Gilbert Bécaud, ben enfin peu importe. Alors je l'ai chanté effectivement à l'Olympia lors de cet hommage de septembre dernier, et comme j'étais pas satisfait, ben j'ai cherché. Ouais. Et brusquement, j'ai enfin trouvé la solution, mais bon, évidemment, c'était 20 ans trop tard, donc c'était fou, le monde est fou, et Dieu s'en fout à son étage. À son étage. Et enfin, avant de se quitter, j'aimerais qu'on dise un mot sur une artiste. Je vais vous faire écouter une chanson, une tendre chanson que vous avez écrite pour elle. Écoutez. À l'heure de quitter la scène, j'emporte un merveilleux cadeau, le bleu de la chaleur humaine. Dans les plis rouges du rideau, Isabelle Aubray, un mot sur Isabelle Aubray, Claude, et sur cette magnifique chanson Dans les plis rouges du rideau. Oui, elle voulait une chanson pour dire au revoir. Là, en l'occurrence, c'était pour l'Olympia. Elle a continué ensuite à chanter en province, avec ce dernier concert l'année dernière dans le Nord, c'était en mai, je crois. À Marquette-les-Lilles. Elle a fait ses adieux en mai et dans le Nord comme Brel, puisque Brel a chanté pour la dernière fois le 16 mai 1967 à Roubaix. Voilà. J'adore Isabelle, c'est une fantastique interprète, à la fois avec une très très grande sensibilité, une voix merveilleuse, et j'étais évidemment très heureux d'être là pour ces derniers pas sur scène où elle nous a enchantés. C'était un beau moment. Je ne désespère pas que comme certaines ou certains, elle revienne sur sa décision. C'est ce que vous m'aviez confié d'ailleurs, que chaque artiste rêve secrètement je sais pas, maintenant, de ça lui revenir. appartient à elle, et puis ça dépend aussi de son état de lassitude, de fatigue, et puis peut-être un petit peu de son entourage aussi, de ce que pense Gérard Mess par exemple. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup la revoir sur scène parce que je l'adore. Le message est passé en tout cas. J'aimerais qu'on termine cet entretien sur Mélodie Radio avec quelques citations. La foule les chante un peu distraite, en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Leur âme légère, c'est leur chanson qui rendent gai, qui rendent triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Ça vous parle, cette chanson de Charles Trenet? Mais merveilleuse chanson, l'âme des poètes de Charles Trenet. Il a tout à fait raison. Alors pour lui, c'était moins vrai parce que les gens le connaissaient tout de même. Mais moi, alors, je peux prendre le métro tranquille. Personne ne m'emmerde, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes fier quelquefois, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je me balade dans les couloirs du métro, puis il y a quelqu'un qui chante une de mes chansons. Alors ça doit vous faire quelque chose. Ça fait toujours plaisir. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs de m'arrêter puis de donner une pièce à l'artiste en disant tiens, de la part de l'auteur. Alors l'homme ou la fille me regarde comme si j'étais un fou. Voilà. Mais est-ce que vous êtes fier c'est rigolo. Est-ce que vous avez conscience que vos chansons traversent déjà les décennies et elles traverseront les prochaines et peut-être même osons dire les mots, peut-être les siècles, puisque les bonnes chansons restent? Alors, fier, je suis heureux et touché. Ouais. Je suis fier de mon travail, parce que j'ai bien travaillé, voilà. Je sais que j'ai toujours fait ça avec beaucoup de confiance, toujours essayé de faire de mon mieux sur chaque chanson. Chaque chanson, j'ai jamais rien négligé, j'ai toujours été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire.
de ce que j'étais capable de faire. Un autre peut-être aurait pu faire mieux, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pouvais faire de mieux sur une musique donnée pour un artiste donné. Maintenant, le fait que certaines d'entre elles aient traversé les décennies, ce qui est incontestable, puisque bon, il y a des reprises tout le temps. Il y a encore Zao Zagazan qui vient de reprendre M'a-t-on dit et si tu n'existais pas, bon, je trouve ça vraiment merveilleux. Ou Slimane qui a repris J'ai le blues de toi, bon, ça, non, je dis pas j'en suis fier, j'en suis heureux, j'en suis heureux et touché que les gens me fassent l'honneur de me reprendre encore aujourd'hui, 50 ans après l'écriture de certaines chansons, parce que Salut les amoureux, qui est toujours très présente tout de même, elle a 52 ans. Tout le monde reprend Salut les amoureux, je pense aux Frangines qu'on a reçues sur Mélodie. C'est une chanson. Il y a énormément de reprises. Intemporelle. Oui. Ouais. Très belle chanson. C'est vrai. Parce que je pense qu'elle parle assez simplement d'une chose que on a tous plus ou moins vécu, quoi. Avec un souci aussi des petits détails qui me rappellent la vie quotidienne de chacune et de chacun. Vous savez, il y a une chanson de Paul McCartney qui s'appelle For No One, et qui est aussi comme ça, très dans la vie quotidienne par rapport à une rupture. Et moi, c'est des chansons comme ça que j'aime particulièrement, comme Souchon, vous voyez, quand il dit dans L'amour en fuite, ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Je trouve ça admirable, moi. On le voit bien. Admirable. Ouais. Oui, on le sent bien surtout. On le sent bien. C'est génial. En tout cas, merci Claude Lemel d'avoir été sur Mélodie Radio. Regardez, c'est ça, L'art d'écrire une chanson aux éditions Erol. Un livre, magnifique. Lisez-le si vous souhaitez écrire des chansons, écrire des tubes, comme Claude Lemel. Des tubes, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour écrire des chansons, parce que vous savez, c'est pas les auteurs qui écrivent les tubes. C'est le public. Celui qui fait les tubes, c'est le public. Voilà. Nous, on écrit que des chansons. Voilà. Alors, je pense que mon livre peut être utile, effectivement, pour celles et ceux qui veulent s'essayer à l'artisanat si difficile et si, en même temps, si passionnant de la chanson. Voilà. Et ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Et on n'oublie pas aussi Beko, On revient te chercher. Je vous le conseille vraiment pour un artiste que l'on apprécie et que l'on n'oublie pas sur Mélodie Radio. Merci Claude Lemel. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Mélodie, la radio vintage forever.